Luc, nous sommes très heureux que tu sois là, que tu nous guides. Et donc, en anticolonialiste humaniste, sans ventriloquie, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Hélène. Je suis ravi de me retrouver en si belle compagnie. Je ne sais pas si on me voit. Oui. Je ne me vois pas, moi. C'est un peu déroutant, mais ça va s'arranger sans doute. Figure de l'anticolonialisme humaniste et effet de ventriloquie, j'ai dû changer mon titre par rapport à ce qu'il y avait dans le programme. J'espère que vous avez remarqué. Permettez-moi d'abord, chers amis, quelques remarques préliminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. On va y gagner au change. On va pouvoir aller plus vite par la suite. À l'origine, cette communication était destinée à être présentée au congrès de l'an dernier, en fait, 2020 de l'Université Western. Le choix du sujet avait été motivé par le thème général de l'événement. Je vous le rappelle, pour mémoire, ça ressemblait à ça. Attendez, prochaine diapositive. Bâtir des passerelles, combattre le colonialisme et le racisme anti-noir, qui nous invitait à réfléchir à ces enjeux brûlants d'actualité dans le contexte particulier de nos domaines de spécialisation. Étant titulaire d'une chaire de recherche sur la parole autochtone à l'Université du Québec à Chicoutimi, il me semblait que l'occasion était belle de me pencher sur les auteurs qui ont dominé le débat à la Renaissance, sachant bien qu'un étroit réseau d'imitations les relie et qu'en étudier quelques-uns suffit pour se donner un aperçu général de l'argumentaire anticolonialiste de cette période. Et puis, la pandémie nous est tombée dessus, le colloque a été annulé et le thème général du tout premier congrès virtuel de l'histoire de la Fédération canadienne des sciences humaines concerne désormais, c'est la diapositive suivante, les relations nordiques. Alors, je suis dans le mauvais hémisphère pour l'essentiel de ma communication et je m'en excuse, mais j'ai quand même choisi de m'accrocher à mon idée de départ parce qu'elle devrait me permettre de remonter aux origines d'un aspect sur lequel je travaille depuis quelques années déjà et qui a trait à la scénographie du discours autochtone dans les écrits de la Nouvelle-France, c'est-à-dire le détournement de la parole sauvage à des fins propagandistes, qu'il s'agisse, comme chez Samuel de Champlain, d'inciter à la colonisation du territoire en prétendant que les Indiens l'appellent de leur vœu, ou comme chez Jean de Brébeuf, Paul le Jeune et Marie l'Incarnation, à la colonisation des âmes du fait de dispositions naturelles pour le christianisme. Bon. Il ne s'agit pas ici, comme j'ai pu le faire ailleurs, d'essayer de dégager les principes d'une rhétorique autochtone à travers les très rares occurrences où telle pratique peut être attestée par confrontation avec la mémoire ancestrale, mais bien plutôt de m'inspirer des travaux de mes collègues Jean-Philippe Beaulieu et Diane Desrosiers sur les effets de ventriloquie, à telle enseigne que ma communication aurait très bien pu s'intituler « Ventriloquie ou quand on fait parler les Indiens », par référence à ce collectif publié en 2020 chez Herman. J'aurais pu tout aussi bien reprendre le concept de scénographie discursive, tel que défini par Dominique Maguenot et que j'ai déjà employé pour l'analyse de la correspondance de Marie de l'Incarnation, mais le procédé de ventriloquie convient parfaitement au corpus que j'entends étudier et comporte l'avantage d'être immédiatement intelligible, me permettant de faire l'économie d'un long exposé méthodologique. Ainsi, et en partant de l'hypothèse que les récits de la Renaissance ont pu influencer les stratégies discursives employées par les relateurs de la Nouvelle-France, que j'étudie dans le cadre de la chaire, j'aimerais vérifier si l'on retrouve les mêmes procédés que ceux employés par les jésuites lorsqu'il s'agit de rapporter les paroles autochtones, en style direct ou indirect. Et comme les contraintes du format de la communication m'obligent à restreindre le corpus, j'ai dû procéder à une sévère restriction de champ. Il y en aura d'autres, vous allez voir. Et j'ai choisi de me concentrer sur les deux principales figures de l'anticolonialisme humaniste, humaniste étant à entendre ici au sens large et philosophique et non professionnel, en la personne de Bartholomé de Las Casas et de Michel de Montaigne, reportant plus tard la prise en compte d'un échantillon plus étendu. Pourquoi ne pas avoir privilégié en lieu et place un corpus favorable à la colonisation, comme l'est celui des Jésuites, par exemple? Eh bien, d'abord en raison du thème imposé par le colloque, mais aussi parce que je soupçonne que les effets de ventriloquie sont sensiblement les mêmes du fait de la forte émulation que j'évoquais plus tôt et qu'au demeurant, d'éventuels contrastes pourraient aussi s'avérer intéressants. J'examinerai donc tour à tour les textes les plus largement diffusés, cités et glosés du 16e siècle à aujourd'hui, soit la brève relation de la destruction des Indes dans la traduction française de 1579 et les non moins fameux chapitres des cannibales et des coches, extraits des essais de Montaigne, pour voir si l'on peut en tirer quelque chose de neuf dans la perspective des effets de ventriloquie autochtone. On pourrait se demander à bon droit s'il reste un seul brin d'herbe
d'herbe à se mettre sous la dent dans ses pâturages. Cependant, il y a du profit, je crois, à aborder des auteurs qui n'ont pas besoin de présentation. On en profitera pour prendre quelques raccourcis en se bornant à une très brève analyse rhétorique des paroles autochtones rapportées. Publié d'abord en 1552, la Brevissima Relación de la Destrucción de las Indias de las Casas paraît pour la première fois en français en 1579 sous le titre « Tyrannie et cruauté des Espagnols », perpétrée en les Indes occidentales, qu'on dit le Nouveau Monde, brièvement décrite en langue castillane. C'est Jacques de Migrode qui signe cette traduction publiée en vers chez François de Ravellingen et qui marque le début d'une carrière fulgurante pour l'œuvre, puisqu'elle profitera par la suite d'une 50aine de rééditions et traductions dans les principales langues européennes. On soulignera au passage l'inflexion anti-espagnole qui est donnée au titre, plutôt qu'à la destruction des Indes, mise à l'avant-plan dans l'édition Princeps, et qui s'explique dans le contexte contemporain par la partition des Pays-Bas espagnols et la formation de deux unions concurrentes, d'Arras et d'Utrecht, qui fait beaucoup de mécontents chez les calvinistes et qui suscite une véritable explosion de pamphlets et de discours de propagande contre les Espagnols. Bref, le succès extraordinaire de l'œuvre participe davantage du ressentiment contre ceux-ci, les Espagnols, que du fait d'un mouvement de sympathie pour le sort des Indiens. Même si toute parole rapportée est potentiellement digne d'intérêt et toujours susceptible de récupération idéologique, je m'intéresserai surtout aux citations en discours direct, d'abord parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses et partant plus faciles à traiter dans l'espace d'une communication, mais aussi parce que c'est là que les effets de ventriloquie sont les plus manifestes. On fait parler l'Indien dans la langue de l'Européen de manière non problématique, sans référer à la présence d'éventuels truchements, voire à celle du relateur lui-même, ni prétendre à la connaissance des différents idiomes, ce qui ne va pas de soi quand on y pense. La première occurrence d'une citation en style direct intervient à la page 27 d'un livre qui en compte 184, après quelques références ponctuelles à des mots ou à des noms autochtones, et une seule séquence de discours apportés de manière indirecte. Heureusement pour mon propos, l'exemple qui suit est substantiel et mérite qu'on s'y attarde pour sa valeur représentative. Las Casas y fait parler un cacique, grand seigneur, je le cite, nommé Atoué, qui s'était transporté de l'île Espagnola à celle de Cuba, avec beaucoup de ses gens pour fuir les calamités et les actes tant inhumains des Espagnols. Fin de la citation. D'emblée, l'accent est mis sur la mise en cause du comportement des Espagnols et non sur les caractéristiques distinctives ou exotiques du propos. Fait à noter, il n'est fait mention nulle part de la présence d'un truchement de Las Casas lui-même, ni de la manière par laquelle cet échange a pu lui être communiqué. De sorte qu'on se demande spontanément s'il ne s'agit pas plutôt d'une sorte de prosopopée, le grand seigneur étant en quelque sorte la représentation emblématique de son peuple, auquel le marionnettiste prête sa voix, ainsi qu'aux autres personnages anonymes qui représentent ceux de sa tribu. Comme quelques Indiens lui disaient les nouvelles que les Espagnols venaient vers Cuba, il assembla tous ces gens et leur dit « Or, vous savez qu'on dit que les Espagnols viennent par-deçà, et savez aussi par expérience, comme ils ont traité tel et tel et tel, les gens de Haïti, qui veut dire l'Espagnola, ils viennent faire le même ici. Savez-vous pourquoi ils le font? » Ils répondirent, les autres Indiens, que non, sinon, disaient-ils, qu'ils sont de leur naturel cruel et mauvais. Il leur dit « Ils ne le font point seulement pour cela, mais aussi parce qu'ils ont un Dieu, lequel ils adorent et demandent d'avoir beaucoup. Et afin d'avoir de nous autres pour l'adorer, ils mettent peine à nous subjuguer et ils nous tuent. » L'ethnologue chercherait en vain dans ce discours les traits caractéristiques d'une culture que le saupoudrage de noms exotiques pour l'époque, Cuba, Haïti et un peu plus loin à Reitos, ne saurait suffire à crédibiliser. Cependant, la mise en scène ne s'arrête pas là. Et Las Casas ajoute des accessoires au décor, ainsi que quelques pas de danse au détour. C'est encore le seigneur Atoué qui prend la parole dans l'extrait suivant. Il avait auprès de soi un coffret plein d'or et de joyaux, et dit « Voici le dieu des Espagnols. Faisons-lui, s'il vous semble bon, areitos, qui sont bal et danse. Et ce faisant, lui donneront contentement. Et il commandera aux Espagnols qu'ils ne nous fassent point de déplaisir. » Ils répondirent tous à claire-voix « C'est bien dit, c'est bien dit. » Et ainsi, ils dansèrent devant lui jusqu'à se lasser. Et lors, le seigneur Atoué dit « Regardez, quoi qu'il en soit, si nous le gardons, à la fin qu'il nous soit ôté, à la fin, ils nous tueront. Pourquoi? Jetons-le à la rivière. » À quoi ils s'accordèrent tous. Ainsi, ils le jetèrent en une grande rivière qui était là tout près.
Cette fois, la caractérisation est plus vraisemblable, du fait de l'allusion à la pratique coutumière de bals et danses. Il y a l'idée de vouloir apaiser par ce moyen le dieu des Espagnols, en l'occurrence ces fausses idoles incarnées par l'or et les joyaux. L'éthos projeté par Atoué est noble et astucieux, on le montre soucieux de la sécurité des siens, et quitte à le perdre ou à être tué à cause de lui, disposé à jeter son trésor à la rivière, ce qui marque un contraste important avec l'avidité sans borne et le caractère belliqueux des Espagnols. D'autres occurrences sont plus transparentes encore. Et il arrive souvent que l'on voit bouger les lèvres du ventriloque, comme lorsqu'il résume les propos d'une collectivité. Les Indiens de ces pays-là, par exemple, dans l'exemple qui va suivre, sans se soucier de préciser ni le lieu ni le temps, donnant à penser que les incidents rapportés plutôt se produisent suivant un scénario immuable. C'est la citation suivante. Les Indiens de ces pays-là ont accoutumé de dire si, quand on les travaille et mène par les montagnes chargées, ils viennent à tomber et à défaillir de faiblesse et peine, car à cette heure, on leur donne des coups de pied et de bâton et leur rompons les dents avec les pommeaux des épées afin qu'ils se lèvent et marchent avant, sans prendre haleine, avec ces paroles. « Oh, que tu es méchant !» ils ont, dis-je, accoutumé de dire. « Je n'en puis plus, tuez-moi ici, je désire de mourir ici. » Et il dit ceci avec grand soupir et à peine pouvant parler pour avoir le cœur serré, montrant grande angoisse et douleur. L'artifice est clair. C'est Las Casas qui les fait parler et qui se fait l'interprète de leur douleur, accentuant le pathos pour susciter la compassion et l'indignation du lectorat, à commencer par le roi d'Espagne, qui l'interpelle directement à plusieurs reprises dans le texte et qu'il sait contrarier par le comportement des conquistadores. On retrouve d'autres exemples de ce procédé ailleurs. Citation suivante. Oh, les mauvais hommes, oh, les cruels Espagnols, tuez-vous las iras. Ils appellent iras en ces pays-là les femmes, comme s'ils eussent voulu dire tuer les femmes, ce sont actes d'hommes, abominables et cruels comme bêtes. Ou cette citation suivante, oh, les mauvais hommes, quel déplaisir vous avons fait, pourquoi vous nous tuez? Allez, allez, vous irez à Mexico où notre Seigneur, mon souverain, Montezuma, prendra vengeance de vous. Ces hommes sont réduits à l'esclavage, battus, tués. Mais la représentation collective, anonyme, désindividualisée, correspond moins à l'expression d'une solidarité face au sort tragique des Indiens et d'un parti pris contre l'entreprise coloniale qu'à l'intention déclarée, finalement, d'établir l'acte d'accusation de leurs persécuteurs, rivaux dans l'entreprise de conquête, les uns ambitionnant de s'approprier le territoire et les autres les armes. Car les Indiens aiment et désirent porter le nom de chrétiens et demandent un continent qu'on leur donne aussi devant qu'ils ne sachent rien pour pouvoir être baptisés. C'est, ce me semble, l'origine d'un lieu commun qui sera exploité pendant des siècles par les relateurs missionnaires. Si la défense des Autochtones par Las Casas peut sembler motivée par des velléités de conquête spirituelle, mettant en cause son anticolonialisme présumé, il en va tout autrement chez Montaigne, dont la critique de l'entreprise coloniale repose sur la mise en cause même de sa légitimité. On a pratiquement tout dit à propos du relativisme culturel des essais, des cannibales et des coches, qui comptent parmi les chapitres les plus glosés de l'histoire littéraire. Aussi, je n'ai pas l'ambition de vous apprendre quelque chose de neuf à ce propos, mais je voudrais examiner quel usage Montaigne fait des paroles autochtones, sachant bien qu'il n'a jamais mis le pied, bien sûr, en Amérique. Alors, comment peut-il prétendre rapporter les propos des Indiens de manière directe? La première manifestation de ventriloquie autochtone intervient dans l'essai des cannibales. Montaigne y décrit le sort réservé aux prisonniers Tupinamba dans les guerres que ces Indiens se livrent entre eux et la posture de défi que prennent les captifs à la veille d'être mangés, comme pour figurer une extrême vengeance. Ce sont les mots de Montaigne. Tout l'argumentaire est construit autour d'une citation en style direct, certes, mais qui provient d'une chanson indigène que Montaigne a puisée, sans préciser la source, ça lui arrive quelquefois, dans les singularités de la France antarctique par Antoine Thévet, en français et non dans la langue tupi, bien entendu. Nous voilà donc confrontés à une citation de seconde, voire de troisième main, qui consiste en une traduction et dont on ne connaît pas la source en plus. Thévet la rapporte en passant et en offre seulement un extrait qu'aucune marque typographique ne permet de distinguer du reste du texte, comme chez Montaigne d'ailleurs. L'essayiste en fait, quant à lui, le pivot argumentatif d'un exemplum qui illustre la lucidité et le courage exceptionnel de ces guerriers. J'ai une chanson faite par un prisonnier où il y a ce trait
qu'ils viennent hardiment, très tôt, et s'assemblent pour dîner de lui, car ils mangeront quand et quand leurs pères et leurs aïeux, qui ont servi d'aliments et de nourriture. Alors, ce sont les prisonniers qui sont sur le point d'être mangés, ils le savent très bien, et ils sont en train de braver leurs capteurs, ceux qui les ont mis à mal et qui ont fait prisonniers, oui. Oui, merci. Et donc, il les invective et leur dit, mais en nous mangeant, vous réalisez que vous allez manger vos propres aïeux, vos propres pères, vos propres ancêtres. Alors, leurs aïeux qui ont servi d'aliments et de nourriture à son corps. Ces muscles, dit-il, cette chair et cette veine, ces veines, ce sont les vôtres, pauvres folles que vous êtes. Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore? Savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair. Invention qui ne sent aucunement la barbarie. Plutôt que de s'émouvoir de l'horreur des pratiques cannibales, Montaigne est enthousiasmé par l'inventivité du mot d'esprit, qui atteste d'un degré de civilisation certain, du fait du recours à une forme poétique, d'abord la chanson, laquelle est une manifestation culturelle, on s'entend, et par la démonstration d'une constance morale d'exception. Certes, on est loin de l'instance énonciative première et une chanson n'est pas tant l'expression d'un individu que d'une collectivité, mais rien n'interdit au ventriloque de faire chanter sa marionnette. Et ces paroles seront reçues par le public comme émanant d'elle, même si à l'évidence, elles proviennent de quelqu'un d'autre ou peuvent relever de la pure invention. Quoi qu'il en soit, le procédé permet d'incarner et d'amplifier la parole collective en lui donnant un caractère plus prégnant que dans le style indirect. Et afin de dissiper tout doute quant au courage de ces hommes, en imputant par exemple à une coutume qu'ils suivraient servilement sans mesurer véritablement la gravité des circonstances, Montaigne introduit un autre exemple, comme pour confirmer leur mérite. Outre celui que je viens de réciter, de l'une de leurs chansons guerrières, j'en ai une autre, amoureuse, qui commence en ce sens. « Couleuvre, arrête-toi, couleuvre, afin que ma sœur tire sur le patron de ta peinture la façon et l'ouvrage d'un riche cordon que je puisse donner à mamie. Ainsi soit en tout temps ta beauté et ta disposition préférée à tous les autres serpents. » Ce premier couplet, c'est le refrain de la chanson. Or, j'ai assez de commerce avec la poésie pour juger ceci que non seulement il n'y a rien de barbarie en cette imagination, mais qu'elle est tout à fait anacréontique. Leur langage, au demeurant, c'est un doux langage qui a le son agréable, retirant aux terminaisons grecques. On en déduit que les sauvages pratiquent plusieurs formes poétiques, chansons guerrières et amoureuses, appréhendées ici, il est vrai, en fonction de catégories européennes, d'accord, mais qu'ils maîtrisent certains procédés littéraires. Il y a de nombreuses figures de construction, recours au couplet, à un refrain, ainsi que l'artisanat aussi, puisqu'il est question de fabriquer un cordon à la semblance d'une couleuvre. Reconnaissons donc avec Montaigne qu'une nation capable d'un tel degré d'expression artistique ne saurait être aussi sauvage qu'on le prétend. Et Montaigne d'ajouter « Tout cela ne va pas trop mal, mais quoi? Il ne porte point de haut de choses. » Je sens qu'on pourrait me reprocher d'étirer le concept de citation en style direct et objecter que ce ne sont pas stricto sensu des propos rapportés, au sens où ces paroles ne peuvent être attribuées à un individu en particulier. J'en conviens volontiers, et pour me dédouaner, il ne me reste plus qu'à me rabattre sur la seule véritable occurrence de cette catégorie, citation vraiment en style direct, qui intervient cette fois dans l'essai des Coches, alors que Montaigne entreprend d'illustrer le courage exemplaire du roi de Mexico, torturé puis condamné au bûcher par les conquistadores, à qui il refuse de dévoiler l'emplacement de son or. La scène implique un autre seigneur, compagnon d'infortune du roi, qui se tourne vers lui, alors que les brasiers ardents les consument l'un et l'autre, comme pour lui demander grâce de ne pas mieux supporter son agonie. Le roi, plantant fièrement et rigoureusement les yeux sur lui, pour reproche de sa lâcheté et pusillanimité, lui dit seulement ces mots, d'une voix rude et ferme, « Et moi, suis-je dans un bain? Suis-je pas plus à mon aise que toi? » Celui-là, soudain, après, succomba aux douleurs et mourut sur la place. Le roi demi-rôti fut emporté de là, non tant par pitié, car quelle pitié toucha jamais des âmes qui, pour la douteuse information de quelques vases d'or à piller, fissent griller devant leurs yeux un homme, non qu'un roi si grand et en fortune et en mérite. Mais ce fut que sa constance rendait de plus en plus honteuse leur cruauté. Cette fois, pas de doute, il s'agit bien de paroles rapportées en style direct. Certes, on ne précise pas qui a entendu, caractérisé, qualifié d'une voix rude et ferme, dit le texte, traduit et relayé ces mots, mais on peut bien admettre qu'une telle situation ait pu se produire. L'énonciateur n'est pas banal, il s'agit quand même du roi de Mexico, et l'action héroïque que lui attribue Montaigne frappe l'imagination en même temps que le pathos suscite l'admiration et ou l'indignation.
Cependant, comme pour les extraits de chansons évoqués plus tôt, la citation n'a de sens que dans le contexte argumentatif où elle s'insère, non seulement pour illustrer les mérites exemplaires de cet homme, emblématique de toute une nation, de par son titre royal, mais pour les opposer aussi par sa dramatisation, par sa mise en scène, à la sauvagerie morale des conquérants. Quelle pitié toucha jamais ces âmes. J'en arrive à la fin. En rétrospective, on peut citer quelqu'un pour plusieurs raisons. Comme source d'une information, en guise de témoignage, pour donner à connaître son caractère, pour souligner des paroles dignes de mémoire, ou en tant que figure d'autorité. Mais pour Montaigne, ventriloque, il s'agit surtout d'amplifier la charge persuasive de l'argumentaire par l'incarnation des vertus morales de ce peuple autochtone qui, manifestement, n'a rien à envier à ceux de l'Ancien Monde. Ce n'est pas comme chez Las Casas, un réquisitoire expressément dirigé contre les Espagnols, c'est déjà, bien avant Rousseau, le procès de la civilisation qui s'engage. L'analyse rhétorique aura permis d'interroger les motivations de ces deux figures majeures de l'anticolonialisme humaniste dans le contexte de ce qu'il est désormais convenu d'appeler la première mondialisation, non pas économique, celle-là, mais culturelle et caractérisée par la mobilité des textes, des pratiques artistiques, religieuses, politiques, le métissage des imaginaires et des représentations, et où, on a pu le constater ici, la traduction est appelée à jouer un rôle déterminant. Pour autant, faut-il douter de la bonne foi du procédé et déconseiller toute parole autochtone rapportée comme étant chaque fois une entreprise de mystification? Certes non, car il peut y avoir un fond d'authenticité dans toute représentation. Mais il arrive assez rarement que la marionnette parle de sa propre voix. C'est pourquoi il convient d'observer attentivement le ventriloque et d'essayer de lire sur ses lèvres pour voir si telle ou telle phrase entendue ne devrait pas plutôt lui être attribuée. Merci. Merci.